camion d'aide humanitaire pris d'assaut par des habitants affamés. Des images tournées dimanche 12 octobre, juste après l'accord de paix entre le Hamas et Israël. Mais ces scènes sont le quotidien de Gazaouis depuis plusieurs mois. Malik Aboureïda a 17 ans et l'aîné d'une famille de 5 enfants. J'ai parlé à un ami concernant les camions d'aide humanitaire. Il m'a dit qu'ils étaient entrés du côté israélien. Il y a donc de fortes chances qu'ils reviennent à Gaza chargés d'aide. Malik doit parcourir 3 km à pied en direction du sud de la bande de Gaza, là où doit passer un convoi de camions. On est obligé d'aller tout au sud, parce que c'est le seul endroit où on peut récupérer quelque chose. Je vais là où il y a le moins de monde, pour avoir le plus de chances de récupérer un carton. Mais il y a toujours un risque. On peut être blessé, ou même écrasé. D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, notre caméraman palestinien ne l'accompagnera pas. Malik se filmera avec son téléphone portable. J'espère arriver avant les camions, pour éviter qu'il ne reste plus rien. Une fois sur place, des centaines d'hommes attendent déjà. Les premiers camions chargés d'aide humanitaire arrivent. Mais ils roulent trop vite pour tenter de grimper sur la remorque. Un peu plus loin, la foule est parvenue à prendre d'assaut un chargement. Malik tente de se frayer un chemin. Sans succès. J'ai pas réussi à avoir quelque chose sur le premier camion. Si Dieu le veut, j'y arriverai au prochain. Mais impossible pour lui d'obtenir un sac de farine. Ce jour-là, la distribution sauvage a fait au moins une victime. Ses tibias sont encore poudrés de farine. Autour de lui, personne ne semble le connaître. Comme vous le voyez, il y a eu un mort. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens quand je viens dans ces endroits-là. Et en plus, je rentre les mains vides. Les plus chanceux repartent avec 30 kilos de farine. Le chemin du retour n'est que désolation. À Gaza, 92% des habitations ont été détruites. Tout comme la quasi-totalité des terres agricoles et des sources d'eau potable. En août dernier, l'ONU déclare l'état de famine dans le nord de l'enclave palestinienne. C'est une famine. La famine à Gaza. C'est une famine que nous aurions pu prévenir si on nous l'avait permis. Pourtant, la nourriture s'entasse aux frontières à cause de l'obstruction systématique d'Israël. Une accusation que dément le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou depuis des semaines. Quel mensonge éhonté. Il n'y a pas de politique de famine à Gaza. Il n'y a pas de famine à Gaza. Alors, qu'en est-il sur le terrain? Quelle est l'ampleur de l'insuffisance alimentaire à Gaza? Israël a-t-il utilisé la faim comme une arme de guerre? Se nourrir à Gaza, c'est d'abord une affaire de système D.
Comme Malik est rentré sans farine, Saba, sa petite sœur, fait la queue à la soupe populaire du camp, où ils se sont installés dans le sud de l'enclave. C'est l'unique distribution du jour. Une marmite de pâtes à la sauce tomate, prévue pour 50 familles, soit environ 300 personnes. Le problème, c'est que 50 familles supplémentaires viennent d'arriver dans le secteur, poussées par l'intensification des opérations de Tsahal, qui ciblent alors la région de la ville de Gaza plus au nord. Et la nourriture, fournie par une ONG, ne suffit pas pour tout le monde. Voilà, tu vois, les gens arrivent encore. Tu vois, les gens arrivent encore. Il n'y a plus de nourriture. Les gens repartent brisés. Et nous, on est très gênés. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui restent sans nourriture. Comme plus d'1 million de déplacés gazaouis, les 7 membres de la famille Abou Reida vivent dans le camp d'Al-Mawassi. Une bande côtière de 43 km², devenue l'une des zones les plus densément peuplées au monde. Ils vivent sous cette tente depuis 5 mois, après avoir été déplacés une dizaine de fois au gré des opérations militaires. Pour compléter la ration ramenée par Saba, Malik fait chauffer de la sauce tomate sur un réchaud artisanal en terre cuite qu'il a construit à partir d'un ventilateur d'ordinateur recyclé. Il a pu acheter ces ingrédients sur le marché, où les prix ont déjà atteint des sommes astronomiques. 1 kilo de sucre avant la guerre, ça coûtait 3 shekels, l'équivalent de 77 centimes d'euros. Pendant la guerre, le prix est monté jusqu'à presque 130 euros. Les prix ont augmenté de façon folle. Un sac de farine coûtait 6,44 €, puis 9 €. Et dans les pires périodes de pénurie, son prix a augmenté jusqu'à 390 €. Toute la famille souffre du manque de nourriture. Le père de Malik a perdu 20 kilos. Voilà près de 2 ans qu'il ne mange quasiment plus de produits frais. Du poulet! Comme elle le dit, avant la guerre, on était des magiciens de la cuisine, tout à base de viande. Et notre mère était chef. Jamais nous n'aurions pu nous imaginer ce qui nous arrive. Ce que nous vivons, nos ancêtres n'en ont jamais vu avant. Nous, les missiles nous ont frappés, nous ont fait voler, nous ont tués. Ils ont abattu les arbres, détruit les pierres. Rien n'a été épargné. Ils ont interdit jusqu'à la nourriture, l'eau. Tout nous est interdit. Est-ce que nous sommes des animaux? Non, nous ne sommes pas des animaux. La famine, autrement dit le niveau de détresse alimentaire le plus élevé, a touché ces dernières semaines plus de 500 000 Gazaouis selon un rapport de l'ONU. Elle estime qu'il faudrait acheminer 2000 tonnes de denrées par jour pour assurer le strict minimum aux 2 millions d'habitants. Or, pendant des mois, avant l'accord de paix, moins de la moitié de cette quantité est entrée à Gaza. Alors pour quelles raisons? Nous sommes allés à Kerem Shalom, à la frontière de Gaza. C'est ici qu'Israël contrôle l'essentiel de l'aide humanitaire destinée à l'enclave palestinienne. Tsahal y organise des presse-tours. So guys, we're here at the Kerem Shalom crossing by Gaza with Avi Amini here from Australia. His cameraman Rebecca. Hi. And Melissa. And they're going to go inside right now. I'm inspired. Au milieu des journalistes conviés, 3 influenceurs pro-israéliens triés sur le volet.
Michel Blumenfeld anime Antisemitism Today, un compte Instagram dédié à l'actualité israélienne. L'influenceuse a quitté Los Angeles il y a 6 mois pour s'installer à Tel Aviv et suivre le conflit au plus près. No, but you have bunch people with you there. Yeah. We have bunch of soldiers. Okay. Okay. Where did I usually come Just in? keep an eye. Ses 100 000 followers vont pouvoir suivre en direct sa première entrée dans l'enclave palestinienne. Mais Michel ne verra de Gaza qu'une plaine désertique où se croisent véhicules militaires et camions transportant l'aide humanitaire. Vous pouvez voir tout ça, toute cette nourriture qui attend d'entrer à Gaza. Mais j'espère que ça va bien aller aux gens qui en ont besoin. Sur ce parking, nous dit-on, il y aurait l'équivalent de 600 camions de nourriture en attente d'acheminement à Gaza depuis des semaines. Et d'après ce représentant du ministère de la Défense, qui exige l'anonymat, ce ne serait pas la faute des Israéliens. Donc vous dites que si quelqu'un a faim à Gaza, c'est pas à cause d'Israël? Non, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les autorités israéliennes prennent leurs responsabilités pour coordonner l'aide avec les humanitaires. Mais la responsabilité de l'acheminer du côté palestinien, c'est celle de l'ONU et des ONG. Une version reprise mot pour mot par plusieurs influenceurs depuis des semaines. Les Nations Unies amènent la nourriture jusqu'ici pour montrer leur utilité, mais ils ne terminent jamais le travail, tout comme ton ex. L'armée israélienne met à disposition des civils toute la nourriture derrière moi, des milliards de calories, des millions de calories. C'est une partie de l'aide que les Gazaouis auraient dû recevoir, mais l'ONU n'est jamais venue la récupérer. L'ONU a-t-elle une responsabilité? Cette humanitaire revient tout juste de Gaza, après 8 mois de mission. Jérôme Grimaud était chargé pour les Nations Unies des négociations de l'accès humanitaire avec les autorités israéliennes. Il a décidé de briser le devoir de réserve qui incombe à sa fonction. Peut-être que de l'extérieur, les gens se disent « mais pourquoi il y a ces palettes ?» Parce que finalement, on ne maîtrise quasiment aucun mouvement dans cette chaîne-là. Pour faire rentrer des objets, ça peut demander des mois, hein, entre les procédures douanières et la coordination, la logistique. Et puis, au dernier moment, on nous dit « non, les règles ont changé ». Des entraves administratives, mais aussi des problèmes de sécurité sur les itinéraires choisis par Tsahal pour acheminer la nourriture à Gaza. Selon les autorités israéliennes, le Hamas pillerait ainsi massivement les convois. L'ONU a déclaré que 87% de l'aide humanitaire a été pillée. Le Hamas la vole, la vend et utilise cet argent pour faire fonctionner la machine de guerre. Mais selon l'ONU, aucune preuve n'a confirmé que le Hamas était à l'origine du pillage systématique. Sur le terrain, les humanitaires accusent d'autres groupes armés de s'emparer de l'aide. Sur cette vidéo fournie par Jérôme Grimaud, un convoi chargé d'aide humanitaire de l'ONU est en train d'être détourné. Looters with weapons have kicked the driver out of the last vehicle, kidnapping the truck over. Trucks being abducted by armed men. Ces Palestiniens seraient affiliés à une milice dirigée par un homme bien connu à Gaza, Yasser Abou Shabab. Un ancien trafiquant de drogue notoire d'une trentaine d'années, sorti des prisons du Hamas au début de la guerre. C'est quelqu'un qui vient d'une famille du sud de Gaza, une famille bédouine. Et son bastion connu, c'est Al-Shoka, un point névralgique pour tous les convois humanitaires. Il s'enrichit grâce à la contrebande de cigarettes. À certaines périodes à Gaza, l'unité pouvait se vendre jusqu'à 60 $. Un business florissant qui lui aurait rapporté des millions. Et au bout d'un moment, tout a eu de la valeur, y compris un sac de farine. Plus rien n'entrait.
Donc la rareté d'un sac de farine a fait que son prix a explosé jusqu'à 1500 shekels. Et là, il s'est mis à piller tout. Il a commencé à revendre à des intermédiaires qui revendaient l'aide humanitaire sur le marché. À partir de l'automne 2024, les humanitaires assistent impuissants au pillage systématique de l'aide acheminée, notamment par les hommes d'Abu Shabab. Comme sur cette vidéo du 10 novembre, filmée depuis un véhicule blindé des Nations Unies qui accompagne le convoi. Alternate routes should be blocked because the trucks are now turning on the left one by one. I think one of them was resisting, but there is one guy on the top of the truck with a gun, AK-47. On voit des hommes en armes de ce gang, de Abu Shabab, prendre possession des convois. Et les premières victimes de ces attaques, ce sont les chauffeurs gazaouis. Les camions de Nahed Sheber ont été plusieurs fois la cible de ces miliciens. Selon lui, ils auraient abattu 4 de ces chauffeurs depuis mai 2024. On connaît Abu Shabab depuis longtemps. Beaucoup de nos conducteurs ont été arrêtés par son gang. Si un chauffeur essaie de s'échapper, il lui tire dans les pneus, ou directement sur lui, ou il le frappe. Une fois, ils ont volé une centaine de camions en une seule journée. Tous nos chauffeurs ont déjà eu affaire à lui. Et le plus surprenant, c'est qu'ils opèrent sous les yeux des militaires israéliens. À Al-Shokat, une zone totalement contrôlée par Tsahal, à quelques kilomètres du passage de Kerem Shalom. Existerait-il un lien entre Israël et cette milice? Nous avons réussi à joindre son chef, Yasser Abu Shabab. السلام عليكم. السلام معك. معك أنا إسرائيلي يهودي وأنا بشتغل مع ميديا فرنسية قناة اسمها BFM TV. إحنا بندور على ياسر أبو شباب. بندور على أبو شباب. أنا ياسر أبو شباب. أنت ياسر أبو شباب؟ صحيح. Pour des raisons de sécurité, nous dit-il, Yasser Abu Shabab préfère répondre à nos questions par message. Il dément piller l'aide humanitaire. Qui êtes-vous et quelle est la mission de votre groupe armé dans le sud de Gaza? Nous sommes un groupe armé opposé au Hamas. Nous avons été créés pour sauver notre peuple du joug du Hamas. Nous voulons la paix avec Israël et empêcher que les attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre ne se reproduisent. Nous sommes présents à l'est de Rafah. Cette zone est sous contrôle de l'armée israélienne. Coopérez-vous avec elle? Et si oui, dans quelle mesure? Nous collaborons avec Israël pour assurer la sécurité de nos zones et empêcher l'entrée de terroristes. À la fin de la guerre, quel rôle envisagez-vous pour votre groupe à Gaza? Nous nous considérons comme l'alternative au régime du Hamas. Et cette étonnante collaboration, Jérôme Grimaud affirme l'avoir constatée de ses propres yeux. Le 16 novembre 2024, il coordonne avec les forces israéliennes un convoi de 107 camions. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée israélienne nous a accompagnés jusqu'à un endroit qui est le bastion de Abu Shabab et nous a laissés là. Et là, 97 camions sur 107 ont été pillés devant les chars israéliens, sans qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Vous diriez qu'ils se sont servis de vous? Complètement. Complètement. Je pense que pour Israël, soutenir tout acteur qui est contre le Hamas, c'est une bonne idée. Quitte à transformer la bande de Gaza en Port-au-Prince, c'est-à-dire un royaume diminué par des gangs. C'est une stratégie du chaos, c'est une stratégie divisée pour régner. Une stratégie assumée par Benyamin Netanyahou. Sur les conseils des services de sécurité, nous avons activé des clans à Gaza qui s'opposent au Hamas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? En fait, ça sauve des vies de soldats de Tsahal. Pour tenter de fragiliser le Hamas, Israël va jusqu'à imposer un blocus total à partir du 2 mars. 11 semaines pendant lesquelles plus aucune aide humanitaire n'entre à Gaza. Pour nous, empêcher l'entrée de nourriture à Gaza, c'était une façon d'affaiblir le Hamas et le rendre plus facile à combattre.
Et les conséquences de ce blocus se font sentir très rapidement. La famine est officiellement décrétée dans le gouvernorat de Gaza le 22 août par l'ONU. Et les premières victimes sont les enfants. La façade de l'hôpital Nasser de Khan Younes porte encore les stigmates des tirs de tanks israéliens qui ont tué 22 personnes, dont 5 journalistes en août dernier. Malgré tout, son service pédiatrique tourne à plein régime. 120 enfants y sont actuellement soignés. C'est 3 fois la capacité d'accueil maximale du service. Son directeur, Ahmad Al-Farah, a vu arriver les premiers cas d'enfants en malnutrition sévère à partir d'avril 2025. Bonjour. Et leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis. Combien sont ici pour malnutrition? Laisse-moi regarder. 17. En 25 ans de pédiatrie, Ahmad Al-Farah n'avait jamais vu ça. Le directeur a dû ouvrir une zone dédiée. Il nous présente 5 enfants arrivés en situation de malnutrition sévère, sans antécédent médical. Nadja a 1 an et 7 mois. Elle devrait peser 12 kilos. Malheureusement, elle n'en pèse que 7. Elle ne souffre d'aucune autre maladie. Comme vous voyez, Nadja a atteint un stade où elle a perdu la graisse sous-cutanée et les muscles. Si on regarde de plus près, on voit l'enfoncement de ses yeux. On peut remarquer un gonflement du ventre, résultat de la malnutrition. Amal Al-Arja a 7 mois et demi. Elle pèse 5 kilos. Elle devrait peser environ 7 kilos et demi, 8 kilos. Ici, c'est Maya Barar. Maya a 1 an et demi. Il devrait peser entre 10 et 12 kilos, mais n'en fait que 7. Dans le couloir, Abdallah Al-Kadi, 14 mois, dort sur les genoux de sa mère. Aucun antécédent médical non plus. Il pèse la moitié du poids d'un enfant de son âge. Ventre proéminent, arête de la cage thoracique visible, chute de cheveux, yeux enfoncés. Il n'y a plus de lit pour l'accueillir. Sa mère dort dans le couloir depuis des jours. Pour hospitaliser tous les cas, il faudrait 10 hôpitaux. Mais nos services sont saturés, donc les médecins doivent prioriser. Ils traitent d'abord les cas les plus graves. Pour poser un diagnostic, les médecins prennent en compte plusieurs critères précis. A-t-il une perte d'appétit? Non. Allez, mets ses bras sur la balance. Abdel Nasser vient d'arriver au service. Il a 13 mois et pèse 6 kilos et demi. Il devrait en peser au moins 10. Est-ce qu'il a des problèmes de santé ou des maladies chroniques? Non. Le docteur Aglabi évalue d'abord le rapport poids-taille. Redresse sa tête un peu comme ça. 73 cm. Puis le périmètre du milieu de son bras. On place le ruban au milieu du bras, comme on voit ici. « 9 ou 10. La circonférence est inférieure à 11,5 cm. Abdel Nasser est diagnostiqué en malnutrition aiguë. Tout comme Nadja et 13,5% des enfants de la bande de Gaza, selon l'UNICEF. Une réalité que les autorités israéliennes ont tenté de remettre en cause en août dernier. Alors que l'ONU vient de déclarer l'état de famine dans le nord de Gaza, le Daily Mirror en fait sa une avec la photo d'un enfant émacié. Dès le lendemain, les autorités israéliennes affirment que l'enfant souffre en fait d'une maladie génétique préexistante, dossier médical à l'appui. Dans leur communiqué, elles accusent le Hamas d'exploiter l'image de Karim pour alimenter un récit mensonger de famine qui serait orchestré par Israël. Nous avons retrouvé Karim à l'hôpital Nasser de Khan Younes. Sa mère, Aman Abou Mahamar, nous confirme qu'il souffre du syndrome de Beckwith-Wiedemann
depuis sa naissance, ralentissant sa croissance. Mais sa pathologie préexistante s'est fortement accentuée à cause de la malnutrition. Il avait besoin d'un régime alimentaire spécial. Ce régime devait être très protéiné, avec des œufs, des légumes, des fruits, de la viande fraîche. Mais il n'y a plus rien de tout ça ici. Des aliments accessibles avant la guerre. Son état s'est subitement aggravé pendant le blocus. Le frère de Karim, atteint de la même pathologie, est décédé l'année dernière faute de soins. Aman redoute de perdre son deuxième enfant. En 2025, selon l'OMS, 369 personnes sont mortes à Gaza des suites de malnutrition, dont 97 enfants. Ahmad Al-Farah s'inquiète de voir exploser ces chiffres et des conséquences à long terme sur ceux qui s'en sortiront. Si la malnutrition dure plus de 4 semaines, il y a des séquelles chroniques irréversibles. Premièrement, l'hormone de croissance sera affectée. L'enfant souffrira de petite taille, même si plus tard il retrouve une alimentation correcte. Et le plus grave, c'est l'impact sur le système nerveux central. Quand bien même un jour la nourriture redevenait suffisante, ils resteront marqués à vie. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, un journaliste israélien a lui aussi démontré cette réalité. Nous avons documenté plus de 50 cas de malnutrition sévère chez des civils, la plupart des enfants, et je n'ai pas de doute que c'est réel. Je pense qu'aucun observateur honnête, face à ces preuves, ne peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de famine à Gaza. Pourtant, les autorités israéliennes continuent de nier ces faits. Nir Hasson va plus loin. Pour lui, elles utilisent la famine comme une arme de guerre. Utilise-t-il la famine comme arme de guerre? Je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Si vous m'aviez posé cette question il y a 1 an, j'aurais dit peut-être pas, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute. Sous le feu des critiques en Israël, nous essayons de montrer à un maximum d'Israéliens que la famine existe bel et bien à Gaza. Et sous la pression de la communauté internationale. À propos de Gaza, beaucoup de gens meurent de faim. C'est grave ce qu'il s'y passe. Nous devons nous en occuper. Il faut mettre fin au blocus de l'aide humanitaire sur le champ. Le gouvernement israélien se résout le 18 mai à desserrer l'étau sur la bande de Gaza, après plus de 2 mois et demi de blocus total. Mais Benjamin Netanyahou veut alors garder le contrôle sur la distribution de l'aide alimentaire via une nouvelle structure israélo-américaine. Les entreprises américaines distribueront la nourriture directement aux familles palestiniennes et elles le feront dans des zones sécurisées par notre armée. Cette organisation, c'est la Gaza Humanitarian Foundation, la GHF. Son porte-parole affirme avoir fourni 163 millions de repas en 4 mois d'existence, grâce à un dispositif ultra sécurisé. Nos sites sont situés derrière les lignes de Tsahal. Nous sommes responsables de la sécurité et de la sûreté de l'aide, des personnes qui en bénéficient et de nos sites. Nous faisons donc appel à du personnel de sécurité armé, d'anciens militaires américains, ainsi que des professionnels de l'aide humanitaire. Et surtout, des habitants de Gaza. Nous en avons environ 30 sur chaque site. Pourtant, dès l'ouverture des premiers centres le 26 mai, la GHF est vite débordée. Des milliers de Gazaouis se ruent vers les points de distribution.
Pendant 78 jours, il n'y a pas de nourriture à Gaza, d'accord? Puis, on annonce qu'il y a 4 endroits où on peut en récupérer gratuitement. Donc des dizaines de milliers de personnes sont venues. C'est un peu comme nourrir des animaux dangereux dans un safari. On empile de la nourriture derrière des barrières, et puis on ouvre les barrières, et les gens entrent, prennent ce qu'ils peuvent et s'enfuient. Cinq jours après l'ouverture, Malik Abou Reida, sans ressources à cause du blocus, décide de se rendre dans l'un de ces centres. Nous avons vu qu'il publiait sur Facebook la date et le lieu de la distribution, car il n'y avait pas d'aide disponible depuis plusieurs jours. J'ai vu cette annonce et j'ai décidé d'y aller. Demain, le 31 mai 2025, la GHF ouvre un point de distribution à Tal Sultan. Malik choisit de passer la nuit aux abords du centre pour être l'un des premiers à l'ouverture. Il filme lui-même son périple. J'ai marché ensuite environ 3 km pour atteindre le centre de distribution. Pendant tout ce temps, il y avait des tirs et des bombardements proches des gens. Vers 5 h du matin, à l'approche du centre de la GHF, les coups de feu s'intensifient. Les tirs étaient proches du site de distribution. Les gens étaient des civils sans armes. Ils ne représentaient aucun danger. Tout le monde cherchait seulement de l'aide humanitaire. Des Gazaouis ont-ils été victimes de ces tirs cette nuit-là? Impossible de le savoir, car aucun bilan précis n'a été dressé le 31 mai. Mais les jours et les mois qui suivent, les fusillades se multiplient. Une comptabilité précise est réalisée par l'ACLED, une ONG américaine indépendante. En mai, juin, juillet, août, septembre. En 4 mois, en moyenne, 10 personnes sont mortes chaque jour en allant chercher de la nourriture dans les centres de distribution de la GHF. Et parmi les milliers de blessés, Mohamed, 20 ans. Il a perdu l'usage de sa main droite en allant chercher de la nourriture au centre de distribution numéro 3 de la GHF. Le matin du 10 juillet, il est en première ligne lorsque le centre ouvre. Les Israéliens nous ont ouvert le passage et nous, on s'est mis à courir. Et puis ça a commencé à tirer. On s'est tous allongés par terre. Un jeune homme à côté de moi a pris une balle dans la tête. Si j'avais été à sa place, je serais mort. Mais moi, j'ai juste pris une balle dans le bras. Je suis resté allongé, mais un char a commencé à nous tirer dessus. Un homme est venu, il m'a fait un bandage et m'a sorti. Il m'a porté jusqu'à une charrette et j'ai été transporté jusqu'à l'hôpital de la Croix-Rouge. Ce jour-là, 24 personnes sont mortes et plus de 30 ont été blessées aux abords des sites de la GHF. Mais alors, qui est responsable de ces tirs? La GHF se dédouane et nous renvoie vers l'armée israélienne. Nous n'avons eu aucune victime sur notre site. Notre personnel de sécurité n'a jamais tiré sur personne. Tsahal mène une guerre et est responsable de la sécurité et de la création de zones humanitaires dans toute la bande de Gaza. Tsahal ne cible pas les civils. L'armée israélienne ne cible pas les civils qui viennent chercher de la nourriture. Elle ne tire pas en direction des lieux de distribution, ni en direction des camions qui distribuent la nourriture. Il n'y a eu des victimes que parmi les personnes qui ont franchi les barbelés. Vous parlez de centaines, de milliers de victimes? Oui, je dirais quelques centaines.
Nous avons pu recueillir le témoignage rare d'un officier de Tsahal. Encore mobilisable, il souhaite rester anonyme. De la fin mai au mois d'août, il commande un tank qui a pour mission de sécuriser 2 des centres de distribution du sud de la bande de Gaza. Notre travail consistait avant tout à nous protéger nous-mêmes. Ensuite, si les Américains en avaient besoin, à les protéger eux. Et enfin, notre troisième tâche était de permettre au plus grand nombre possible de civils de recevoir de l'aide humanitaire. Voici ce qu'il voyait depuis la tourelle de son tank. Sa mission était de s'assurer que les Gazaouis restaient dans les chemins balisés pour arriver jusqu'au centre de distribution. Si ce n'était pas le cas, il ouvrait le feu. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens d'un jour où c'était très effrayant. Parce que, encore une fois, nous n'avons aucun moyen de savoir s'ils sont armés ou quelles sont leurs intentions. Alors quand ils ont franchi les lignes et ont commencé à courir vers nous, nous avons commencé à tirer des coups de semonce près d'eux, mais ils n'ont pas arrêté d'avancer. Nous avons donc tiré sur certains d'entre eux. Et puis quand ils ont vu que nous étions sérieux et que nous ne voulions pas qu'ils continuent à avancer vers nous, ils se sont remis en ligne. Vous ressentez quoi à ce moment-là? J'étais inquiet pour la sécurité de mon équipage de chars et pour tous les soldats de l'armée israélienne autour de moi. Et c'est notre priorité absolue. La création de la GHF aurait aussi une autre conséquence. Vider le nord de la bande de Gaza. Tsahal a en effet choisi d'installer 3 des 4 centres de distribution dans le sud. Alors qu'avant le blocus total, l'ONU en disposait de 400, répartis sur tout le territoire. Pour Chapin Fay, la Gaza Humanitarian Foundation avait pourtant vu beaucoup plus grand. On avait demandé 8 sites répartis dans toute la bande de Gaza. Tsahal n'en a approuvé et construit que 4. Pourquoi? Demandez-leur. Nous choisissons des emplacements pratiques dont nous pouvons garantir la sécurité. Ainsi, dans le sud de Gaza, nous avons le contrôle opérationnel de certaines zones, ce qui nous permet d'assurer la sécurité des personnes qui distribuent l'aide humanitaire tout au long du processus. Mais derrière cet objectif sécuritaire se cache une autre stratégie, selon Jérôme Grimaud. Israël cherche à déplacer la population par la force. On pousse avec les interventions militaires en bombardant, en détruisant, et on attire en disant voilà où est l'aide humanitaire. Et la Gaza Humanitarian Foundation, elle est près de Rafah et près de la porte de sortie. Sous prétexte de délivrer de l'aide, mais en fait, on participe à des déplacements forcés à un nettoyage ethnique. Cet immeuble va être bombardé. Ses habitants n'ont que quelques minutes pour sauver le strict minimum afin de survivre désormais sans toit. « 450 000 personnes ont alors quitté Gaza City pour le sud de l'enclave, poussées par l'offensive terrestre qui s'était intensifiée en septembre. Après 2 ans de bombardement, entre ceux qui ont fui le territoire et ceux qui sont morts, Gaza a perdu près de 7% de sa population. Utiliser la faim comme une arme contre des civils constitue un crime de guerre, selon la Cour pénale internationale. Dès novembre 2024, elle a délivré à ce titre notamment un mandat d'arrêt à l'encontre de Benyamin Netanyahou.